Cet été, Aspic est en mode plage, le podcast de lecture analytique gazétienne estivale. Prenez votre tuba et plongez entre les vagues des articles d'analyse des rédacteurs de la Gazette du Sorcier. Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue pour ce nouvel épisode de Plage, le podcast de lecture analytique et gazétienne estivale. Je suis Moon, rédactrice et membre du club de lecture au sein de la Gazette, et aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans les coulisses de l'article intitulé « Par la barbe de Rogue » avec son auteur Pantalémon. Hello. Alors Panta, bien que je doute que qui que ce soit ignore qui tu es sur ces podcasts, peux-tu malgré tout te présenter, s'il te plaît ? Je vais le faire très rapidement parce que je me suis présenté déjà très récemment, mais donc je suis l'ancien rédacteur en chef de la Gazette. J'ai repris le site en 2011 et actuellement je suis directeur de la publication. Et donc depuis plus de 10 ans, j'ai écrit beaucoup d'articles de toutes sortes sur le site. Notamment des articles d'analyse. Alors justement, donc pour parler de cet article qui s'intitule « La barbe de Rogue », on peut dire qu'il est insolite. Alors justement, comment t'es venue l'idée de traiter de ce sujet qui est la pilosité faciale du professeur Rogue ? Alors, c'était au moment où Jim Kay travaillait sur les illustrations. Et j'ai voulu retrouver un peu des vieilles illustrations, des vieux dessins, etc. Et il y a un dessin que j'ai souvent cherché, qui était le dessin sur la 4e de couverture de tome 1 de Harry Potter à l'école des sorciers en français par Jean-Claude Götting, où Rogue avait une barbe. Et c'était sur les premières éditions et les premières impressions uniquement, et puis après il a été supprimé. Et du coup, je me suis dit, c'est un moment où où il y avait les illustrations, où ça intéressait un peu tout le monde. Il y avait des brouillons de J.K. Rowling, et je me suis dit, pourquoi est-ce que cette illustration m'intéresse tellement ? Et je me suis posé la question, en fait. Et donc, je me suis posé la question, et je me suis dit, je vais écrire un article à ce sujet. D'accord. Donc en fait, c'est plutôt l'image qui t'a amené à cette analyse plutôt que le texte. Ouais, tout à fait. C'est l'image et le contexte, en fait, on parle d'illustration. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'attends de... Je me suis dit, pourquoi est-ce que cette illustration-là me fascine un peu ? Pourquoi je suis curieux de la retrouver ? Et dans le contexte, pourquoi j'y pense dans le contexte actuel ? Pourquoi est-ce que les illustrations de Jim Kay qui vont arriver à l'époque, pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi est-ce que ça peut changer ? Qu'est-ce que ça amène ? Qu'est-ce que ça nous apporte que Rogue ait une barbe ou pas, en fait ? Et donc, voilà, je suis allé retrouver aussi les brouillons de Rowling avec ses dessins à elle, où on voyait que Rogue avait une barbe. J'étais tombé aussi sur les illustrations de chapitres des tomes américains par Marie Grandpré, où Rogue a une barbe. Et donc je me suis dit, c'est fou. Ils ont tous dessiné Rogue avec une barbe, et en fait, depuis qu'on voit les films avec Alan Rickman, où il est imberbe, il n'y a plus jamais personne qui a dessiné Rogue comme ça, quoi. Alors que tout le monde était, à une époque, d'accord sur la représentation de Rogue avec une barbe. Mhm. En effet. Bah justement, ce qui m'a beaucoup impressionné à la lecture de l'article, moi, c'est justement, j'ai l'impression que t'as effectué forcément, comme c'est un article d'analyse, un travail de recherche très important. Mais je me demande justement, est-ce que c'est quelque chose que tu as collecté avec le temps ou là tu parles du fait que lors de la sortie des tomes avec les illustrations de Jim Kay, ça a intéressé tout le monde, donc finalement ça a donné lieu à ce sujet. Ou alors voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête et que tu as collecté au fil du temps, ou alors tu as cherché au moment de l'écriture de l'article ? C'est quelque chose que j'avais déjà regardé parce que voilà, les illustrations des chapitres des tomes américains, par exemple, c'est quelque chose que j'avais déjà cherché à remettre en avant. Euh, mais par exemple, justement, ces illustrations, j'avais jamais capté que ce fameux personnage avec une barbe, c'était Rogue. Ah Je me ouais. demandais un peu qui c'était, mais j'avais jamais vraiment fait attention au fait que c'était lui. Et puis cette illustration de Jean-Claude Götting, ça m'intéressait parce que je me disais c'est intéressant de voir que sur la couverture française, en fait, il y a eu ce personnage qui a été supprimé pour une raison ou une autre. Mais j'ai fait des recherches un peu supplémentaires pour rédiger cet article. C'est-à-dire que j'avais contacté à l'époque Claude Götting lui-même pour lui demander pourquoi s'il y avait une raison pour laquelle il avait dessiné Rogue avec une barbe, et si il y avait une raison pour laquelle il avait été supprimé par la suite. Et alors ? Et alors,
Enfin, il faut comprendre que Jean-Claude Götting, il a fait beaucoup d'illustrations. C'est un artiste quand même qui travaille beaucoup en dehors de Harry Potter. Et bien à l'époque, sa première réponse c'était mais je n'ai jamais fait de tel dessin. Euh, et donc moi qui cherchais une illustration, une haute définition du dessin, je me suis dit ah c'est quand même ballot si lui-même il ne s'en souvient pas. Et puis j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui avait le vieux livre avec le dessin de Rogue dessus, qui m'a donc envoyé une photo. Donc j'ai envoyé la photo à Jean-Claude Götting et qui m'a dit ah oui, effectivement, j'avais fait ce dessin. Non, j'en ai plus la trace, mais oui, maintenant que vous le dites, effectivement, j'avais fait ce dessin. Je sais pas pourquoi il a été supprimé. Oh, d'accord, donc petite déception quand même. Ouais, petite déception, un peu. Je me suis dit, bon, j'avais peut-être un truc intéressant là, et puis bon, finalement, il y a pas y a pas de réponse. Mais voilà, ça rajoute je veux dire, ça rajoute un peu au mystère de pourquoi est-ce que Rogue était barbu à une époque et ne l'est plus. Ah ouais, c'est fou ça. Et j'imagine que, enfin, en tout cas moi qui écris aussi quelques articles d'analyse, enfin c'est un petit peu particulier d'aller voir justement, d'avoir une source comme ça vivante, comme Jean-Claude Götting. Comment s'est passée ta prise de contact avec lui? Enfin, c'est quelque chose d'habituel pour toi quand tu rédiges ou c'était assez ponctuel? Bah, c'est quelque chose qu'on essaie quand même de temps en temps, d'aller à la source directement et demander aux personnes qui pourraient nous répondre. Donc bah, la prise de contact, elle s'est faite, voilà, c'était trouver son contact, écrire un mail en expliquant et voilà. Et pour moi, c'est quelque chose. J'aime beaucoup ce qu'il a réalisé pour les livres d'Harry Potter. Je trouve que les premières couvertures de la saga sont vraiment superbes. Donc c'était j'espérais une réponse évidemment. Après, c'est toujours un peu une bouteille qu'on jette à la mer parce qu'on n'est jamais certain. C'était chouette d'avoir une réponse, même si c'était pas celle qui était attendue en fait. Au final, c'est vraiment super cool qu'il ait pris le temps d'échanger deux trois mails pour discuter de ça en fait. Ah, j'imagine, ouais. Et c'est sûr que voilà, si c'est un article qui permet ce genre de prise de contact, ben on le fait. Après, quand on analyse un personnage, on n'écrit évidemment pas à J.K. Rowling pour lui demander si notre analyse de Luna Lovegood ou de Fleur de la Cour est exacte. C'est pas la même idée. Il y a pas, on cherche pas de la même manière une, euh, une réponse à élucider un mystère sur une illustration disparue. Hmm. Et d'ailleurs, je trouve que sa réaction en dit long finalement sur l'évolution, enfin de la perception d'Harry Potter dans le monde réel. Enfin, c'est dingue qu'il s'en rappelait plus, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui dessine pour la licence s'en rappelle. Enfin, c'est fou que lui, ça lui soit sorti de la tête, quoi. Ouais, je pense il y a il y a beaucoup de choses, oui. Et c'est sûr qu'à l'époque, bah, c'était un contrat comme un autre. Hmm. Donc effectivement, c'est pas la même chose quand on est embauché à l'heure actuelle pour faire des illustrations d'Harry Potter. C'est énorme, c'est un phénomène mondial. Les couvertures vont être mises en avant dans le monde entier. Il y a des collectionneurs qui cherchent à avoir toutes les couvertures. C'est un énorme contrat. Là, c'était un petit contrat comme ça parmi beaucoup d'autres. Et bon, ça reste son travail, ça reste voilà, ça reste un contrat. Donc parfois, on se souvient pas d'un petit dessin qui est même assez anecdotique sur lequel on a travaillé il y a plus de 20 ans. Hmm. C'est clair. Alors pour revenir un petit peu donc à Rogue et à sa barbe, j'ai vu donc dans l'article que tu as donc choisi de mettre plusieurs illustrations. Est-ce que tu les as toutes mises ou est-ce que tu les as sélectionnées? Et si oui, pourquoi? Pourquoi celle-ci? Alors, je pense que j'ai mis toutes les illustrations sur lesquelles je retombais où Rogue avait une barbe. Finalement, elles sont pas si nombreuses que ça, mais mine de rien, les illustrations de Rogue avant les films ne sont pas nombreuses non plus. Donc, je pense que c'est quasiment l'intégralité des illustrations de Rogue qui datent d'avant la sortie des films. Non, c'est faux. Il y a quelques posters aussi, mais où c'était difficile quelques posters dessinés, mais c'était difficile de voir le personnage de manière aussi claire parce que c'était des versions pas en suffisamment haute définition aussi. Donc oui, c'est une sélection d'illustrations qui est vraiment là pour illustrer le propos et pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, quoi, qu'on voit bien qu'il y a différents types de barbes, qu'il y a la barbe de 3 jours, il y a la barbe
assez fournie. Il y a la barbe bien entretenue de Marie Grandpré. Voilà, et aussi l'idée d'avoir cette barbe chez Marie Grandpré qui est vraiment très en pointe, qui rappelle presque le bouc un peu diabolique, mais voilà, c'est une réflexion qui se construit aussi un peu. On essaie de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait le dessiner comme ça? Qu'est-ce qui permettrait d'imaginer? Qu'est-ce que ça apporte au personnage de le dessiner de cette manière? Ouais, je vois. J'ai beaucoup aimé en fait la première phrase que tu as écrite dans ton article. Donc pour les auditeurs qui ne l'ont pas sous les yeux, cette phrase c'était: cet article n'est pas destiné uniquement à vous faire prendre conscience d'un fait peu connu ou reconnu. Au travers de ces lignes, c'est aussi un désir de rappeler que la saga est avant tout une série de livres et que l'imaginaire y a sa place. Pourquoi est-ce que c'était important de rappeler cela pour toi? Parce que voilà, souvent on voit que bah, l'imaginaire des films a très fort remplacé ces illustrations, que on oublie que certains personnages sont dans les films complètement différents de ce qu'ils sont dans les livres, mais aussi que dans les livres, on a une place énorme pour l'imagination, pour réinterpréter, et parfois, voilà, on voit des personnages qui sont dessinés d'une manière extraordinaire et qui sont tout aussi valables, mais il y a plein de gens qui disent ah non, c'est pas vraiment tel personnage ou c'est pas vraiment tel personnage. C'était le moment où voilà, il y avait Pottermore qui était encore en cours, il y avait les nouveaux films Animaux Fantastiques, Cursed Child qui étaient encore attendus, il y avait du coup ce projet de ces illustrations qui arrivaient, et il y avait un peu un espoir aussi, une idée que de préparer à ça pourrait être complètement différent de ce que vous avez en tête, et ce sera pas pour autant une mauvaise chose. Au contraire, ça va renouveler, ça va donner un souffle de fraîcheur, ça va amener quelque chose de nouveau, de différent, ça va nous permettre de découvrir les personnages sous un nouvel aspect, avec peut-être des symboles différents, etc. Et donc, voilà, l'idée c'était vraiment, laissons-nous imaginer parce que ça nous permet de découvrir et de penser à plein de choses complètement incroyables. Et c'est anecdotique, la barbe de Rogue, mais quand on y pense, en fait, c'est le symbole d'un imaginaire de, voilà, ce personnage, on nous décrit jamais s'il a une barbe ou pas. Et personne, du coup, ne peut remettre en question le fait que bah, Rogue a une barbe, si on veut, c'est tout à fait potentiellement vrai, et on voit que voilà, l'autrice elle-même l'imaginait un peu ainsi. Ça nous montre aussi à quel point bah, notre perception est marquée par les films, ou marquée par certains dessins, par certaines illustrations, et c'est un appel à se rappeler constamment presque que c'est juste une représentation et qu'il y a plein d'autres manières de se l'imaginer, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont libres d'interprétation pour les fans, qui sont à nous de voir et de voir quelle porte ça ouvre. En effet, c'est beau. C'est drôle que ça passe par quelque chose, comme tu dis, d'aussi simple, enfin un petit détail qui en dit long sur comment on s'approprie finalement les œuvres. Que fait-on de voilà des images mentales qu'on se crée quoi. Oui, je le disais, moi, l'espoir, c'était un peu, voilà, de se dire, j'espère que aussi je le disais à la fin, c'est à moitié une blague, mais voilà, les gens qui font un cosplay de Rogue, si vous avez une barbe, vous ne devez pas être un sosie de Alan Rickman pour faire un cosplay de Rogue. Et Hmm. vous ne devez pas être un sosie de Evanna Lynch pour faire un cosplay de Luna Lovegood. Vous pouvez cosplayer le personnage des livres et imaginer comment le personnage des livres pourrait s'habiller sur base de quelques petits détails, et puis après, ben, c'est un imaginaire pour vous. Et moi, j'adore voir en convention des gens qui sont habillés en personnage, et où tu te dis, mais attends, c'est qui? Et puis ils disent, bah, je suis Charlie Weasley, ou je suis tel personnage. Ah ouais! Quelque chose qui peut s'étendre à plein d'autres domaines, en fait, que juste les illustrations et notre imaginaire vraiment lié aux représentations en 2D, quoi. Et puis, voilà, j'espérais que Jim Kay le dessine avec une barbe. Bon, c'est manqué. Mais... Écrivons-lui. Ah, mais je ne désespère pas de voir d'autres changements. Ah bah oui, oui, complètement. C'est clair que ce serait intéressant, mais je pense que ça, mine de rien, c'est tellement ancien maintenant Harry Potter, c'est tellement dans notre inconscient, même les films, etc., que ce serait un petit tremblement de terre, quoi, clairement. Ouais, ce serait très perturbant, je pense.
Je sais pas d'ailleurs si on perdrait pas des gens qui n'accrocheraient pas du coup à ça. Oui, c'est sûr, et je me dis, mais en même temps, voilà, on voit des réinventions, on voit l'édition illustrée de Minalima qui réinvente un peu Poudlard, l'édition de Jim Key qui réinvente Poudlard aussi, et voilà, Poudlard, mine de rien, ça pourrait être aussi un article en soi là-dessus, Poudlard, c'était ça aussi avant, et c'était pas le Poudlard des films, voilà, il y a d'autres manières d'imaginer Poudlard, bon, c'est un sujet que j'adore, les illustrations, hein, c'est pas un secret. Donc c'est juste voilà, les portes que ça ouvre, les chamboulements que ça peut amener, et c'est une invitation à garder l'esprit ouvert, à rester curieux. Et voilà, et par exemple, si on va dans d'autres représentations, Cursed Child, où certains personnages, non. Voilà, on a beaucoup parlé d'Hermione Noire, parce que c'était un rôle principal. Hmm. Il y a peu de gens qui savent que Hagrid est joué par un acteur noir également, qui est le même qui joue le Choixpeau. Mais pourquoi pas? Mm, mm. Pourquoi pas, c'est clair. Plus généralement, lorsque tu as écrit cet article, est-ce que il y a des choses que tu as découvertes, apprises et qui t'ont marqué? Des choses qui m'avaient, déjà, bon, effectivement, j'avais découvert que ça m'avait un peu marqué que Götting ne se souvenait pas de ce dessin. C'est C'est sûr fou. que c'est une anecdote, voilà, je me suis dit, je m'attendais pas à ça. Euh, J'avais fait quelques recherches, j'avais appris que la taille de la barbe, la manière dont la barbe de Rogue était taillée sur les illustrations de Mary Grandpré, c'était une taille Van Dyke. Donc j'avais appris ça aussi. C'est des petits détails, c'est amusant, mais on en apprend un peu tous les jours. Et j'avais appris du coup que le personnage sur ces illustrations de chapitres, c'était Rogue, puisque enfin voilà, il y en a une où il a la carte du maraudeur, et je me souvenais plus du tout non plus, je crois, à l'époque, à un moment, il avait la carte, et puis effectivement, il l'a, puisqu'il l'insulte quand il essaye de l'ouvrir. Mais quand on voit l'illustration de base, on se dit, est-ce que c'est Lupin? Et puis on se dit, mais en fait, pourquoi Lupin reviendrait autant de fois dans tout plein d'autres chapitres? Et puis c'est là que ça devient évident. Ah, en fait, c'est Rogue. Donc ça avait été un peu effectivement une redécouverte là-dessus, parce que je me souvenais du dessin de Götting, je me souvenais des dessins, des brouillons de J.K. Rowling, mais j'avais redécouvert les illustrations de Marie Grandpré sur ce point-là. Hmm. Bon, donc plein de petites anecdotes. Et alors j'ai une question. Est-ce que la barbe de Rogue t'intéresse autant parce que toi-même tu es barbu pour les auditeurs qui ne le savent pas? Peut-être, je sais pas. Je pense que il y a une époque où, voilà, où quand je m'habillais en sorcier, j'aimais bien dire je suis c'est Sirius Black ou quoi. Et puis je me suis dit, mais en fait ça pourrait être Rogue aussi. C'est une tenue vraiment très, très chic, très simple, avec un gilet voilà noir. Bon, ça pourrait être Rogue avec une cape. Mais c'est vraiment, je pense, plus le sujet quand même de ces illustrations, de ces interprétations différentes. Après, c'est sûr que c'est un détail qui résonne un peu, mais Rogue n'étant pas mon personnage préféré, c'est pas non plus mon envie n'est pas de particulièrement m'assimiler à lui, et de dire regardez, Rogue a une barbe comme moi. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne raison, ni que ce soit très 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 glorieux. Je n'apprécie pas particulièrement Rogue. Non, mais c'était une plaisanterie, plus qu'une vraie question. Je m'en doute, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Et est-ce que la barbe de Rogue, elle t'a amené à une réflexion sur justement les autres représentations des personnages qui sont barbus? Ça a ouvert un peu la réflexion ou... Elle m'a amené sur une réflexion sur la symbolique de la barbe. C'est vrai que je me suis dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on le présenterait avec une barbe? Est-ce que c'est parce que on le décrit comme un peu négligé dans son apparence? Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, est-ce qu'on estime qu'une barbe c'est négligé? Est-ce qu'il a une barbe parce que c'est un peu démoniaque? Est-ce qu'il a une barbe parce que c'est la sagesse, que c'est voilà, les professeurs de Poudlard? On a Hagrid qui a une barbe, Dumbledore qui a une barbe. Est-ce que c'est le côté figure paternelle? Harry en apprend beaucoup de Rogue. Ça m'a plus amené à m'interroger sur vraiment la symbolique de la barbe dans Harry Potter. Après, j'avoue que je me suis pas beaucoup penché dessus, et là, ce serait plus
une analyse, je vais dire, littéraire que les illustrations, mais là, maintenant que tu le dis, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser, retrouver quels personnages ont une barbe et dans quelles circonstances. Dumbledore, c'est évident, Hagrid aussi. Est-ce que la barbe dans Harry Potter a une importance particulière ou pas? Je sais pas. Il y a bien eu des analyses sur est-ce que les chaussettes ont une importance particulière dans Harry Potter, donc Ah oui, donc il y a vraiment un sujet, quoi. Il n'y a pas de sous-sujet dans Harry Potter. Tout mérite analyse, n'est-ce pas? ouais, tout à fait. Et c'est les chaussettes, la symbolique des chaussettes dans Harry Potter. J'invite vraiment. Elle est en anglais sur le lexicon a priori. C'est un article très amusant à lire, mais très intéressant aussi sur Dumbledore qui dit qu'il se voit dans le miroir de Riséd avec des grosses chaussettes, Madame Weasley qui offre des chaussettes, et les elfes de maison, Dobby qui offre des chaussettes. Et finalement, les chaussettes, elles sont omniprésentes et elles représentent peut-être quelque chose. Ah ouais, en effet, intéressant. Franchement, Il n'y a pas de sous-sujet. ouais, vraiment, la preuve en est. Donc toujours pour revenir à la barbe de Rogue, qui est un super tremplin pour parler de plein d'autres choses. Bon alors même si moi je connais la réponse, qu'est-ce qui pourrait amener ton article à être mis à jour dans l'avenir? Est-ce que déjà tu comptes y revenir est-ce que tu comptes faire évoluer ton article dans l'avenir, si l'occasion se présente? Je pense que cet article-là, il va pas bouger. Il a déjà été mis à jour parce que, comme j'y évoquais, l'espoir que Jim Kay change la représentation et qu'il l'a pas fait, ben, j'ai quand même rajouté que effectivement, ce n'était finalement pas le cas. Mais après, ben, comme on a discuté là, peut-être qu'il y aura un article sur la symbolique des barbes. Peut-être que je referai un focus sur un autre personnage où tout à coup on trouverait des illustrations et on se dirait ah oui c'est dingue, ça a tellement changé et c'est une représentation tellement différente. Mais je pense que cet article-là, il va rester là pour la postérité. Il est bien comme il est. Il est juste ce qu'il faut d'absurde pour être amusant à lire. Et puis en même temps, si on se plonge derrière sur les questions qu'il soulève, je pense que ça peut nous amener assez loin. La preuve en est cet épisode. Alors tu disais que en fait l'illustration c'est un sujet qui t'intéresse en règle générale. Pour les auditeurs, est-ce que tu as d'autres articles que tu as écrits où tu analyses justement des illustrations à conseiller? Alors c'est souvent moi qui rédige les articles sur les couvertures des tomes, les nouvelles couvertures qui sortent, où je fais souvent un peu une analyse de pourquoi ces couvertures-là, qu'est-ce qu'elles représentent, parce que c'est pas toujours évident. Il y a l'article sur les couvertures taille, les nouvelles éditions des couvertures taille qui regorgent de détails, qui est, je pense, super cool à lire quand on voit, parce que c'est des illustrations hyper riches et vraiment incroyables. Et après, si vous consultez tous ces articles sur les couvertures, il y a un quiz sur les couvertures de Harry Potter dans le monde, qui peut être amusant aussi pour découvrir un peu des choses en testant votre connaissance ou un peu essayer de deviner certaines choses, d'où viennent certaines illustrations, d'où viennent certains dessins. Donc oui, c'est un sujet que je traite souvent. Et après, si vous avez l'opportunité un jour de croiser la Gazette dans un événement où on présente une conférence, il est possible que la conférence soit présentée par moi et soit sur le sujet de Poudlard dans les livres et les illustrations. Il n'existe pas sous forme d'article, c'est une conférence à 100% réservée aux conventions. Ah là là, quel teasing! Ouais, et malheureusement les conventions en ce moment c'est difficile, mais j'espère qu'un jour ça reviendra. Ah oui, on l'espère, c'est clair. Pour rebondir sur, tu citais justement ces premières de couverture taille. Justement, ce serait intéressant aussi de savoir que la barbe, enfin, je crois pas me tromper en disant ça, voilà, elle a aussi une symbolique selon les cultures dans lesquelles elle est présente. Est-ce que Rogue, tu l'as déjà vu sur une de ses couvertures ou plus généralement dans ces ouvrages-là? Je sais pas si vous avez eu accès à des close-up des romans ou quoi. Alors, j'avoue que dans les couvertures taille, je ne pense pas que Rogue est représenté. Moi, je me souviens qu'il est représenté notamment sur les couvertures ukrainiennes, mais il a une apparence qui ressemble beaucoup à Alan Rickman. Et je suis plus certain de à quel moment les couvertures ont été créées, mais il me semble que c'était d'après Alan Rickman. Donc voilà, Hmm, il y a beaucoup de couvertures, mine de rien, qui vont reprendre les personnages tels qu'ils apparaissent dans les films hmm. ou s'en approcher énormément. Et après, il y a aussi beaucoup de couvertures qui justement vont éviter un maximum de représenter des personnages secondaires ou de les représenter de manière reconnaissable, un peu comme c'était le cas sur Pottermore, pour ne pas heurter
les lecteurs ou les lectrices qui ont l'image des films en tête, tout en laissant l'imaginaire s'exprimer. C'est une approche que je trouve assez intéressante, mine de rien, d'essayer de... L'approche de Pottermore était vraiment particulière dans ce sens-là, mais on voit quand même beaucoup d'illustrations qui restent proches des films ou inspirées des films. Et c'est compliqué, c'est difficile de se séparer de l'imaginaire. Je suis pas certain que culturellement non plus les gens cherchent. C'est un risque pour les éditeurs, mine de rien. Et ce serait intéressant même de savoir, je sais pas du tout comment ça se passe au moment de l'élaboration d'une couverture ou quoi, mais de savoir justement si ces illustrateurs ont un cahier des charges ou alors est-ce qu'ils ont vraiment un parti à prendre libre, complètement libre, tu vois, pour la représentation d'un personnage, ou est-ce qu'on leur dit, ben non, il faut qu'il ait tel trait, il faut qu'il y ait ça qui apparaisse pour qu'il soit reconnaissable ou pas. Je ne sais pas. Je sais pas si toi tu sais. Ça dépend des pays, ça dépend de ce que veut réaliser la maison d'édition. Si elle dit, voilà, on veut que telle scène soit représentée, ou s'il laisse le choix. On sait en tout cas qu'à l'époque des premières couvertures, les illustrateurs avaient soit une liste de scènes à choisir, puisqu'ils n'avaient pas toujours tout le livre entre leurs mains, donc on leur disait, voilà les 3 extraits sur lesquels tu peux te baser pour faire ton dessin. Soit quasiment une obligation, hein, sur le tome 3, c'était Buck, et c'est quasiment tout ce qui pouvait être sur le tome. Et cette sélection de scènes est souvent maintenue aussi à ce niveau-là, parce que c'est des scènes emblématiques, c'est des scènes qui permettent d'identifier le tome très rapidement, parce que dans notre imaginaire collectif, on associe le tome 3 à une couverture avec Buck, et donc on va souvent avoir Buck, Harry, potentiellement Hermione sur la couverture, parce que du coup, boum, on sait que c'est le tome 3. Hmm. Mais je saurais pas dire au niveau vraiment de la représentation des personnages spécifiquement s'il y a des règles. Je sais qu'il y a une couverture espagnole qui a été refusée par les agents de J.K. Rowling parce qu'elle était trop proche des films. Ah oui. Ah, donc quand même, il y a cette nécessité de distance, quand même, ouais. Il y a une nécessité de ne pas mélanger. On ne verra pas de couverture d'Harry Potter avec des images des films. C'est pas la même chose. Généralement, il y a plein de livres qui sortent où on voit réutiliser les images du film sur la couverture pour que ça marque. Ça, là, il y a clairement une distinction qui est faite. Et on verra jamais ça. Et c'est super cool dans un sens, et ça permet de faire plein de découvertes et de voir plein d'interprétations différentes à travers le monde de comment est-ce qu'on peut représenter des scènes emblématiques de Harry Potter dans des illustrations au format particulier. Hmm. Intéressant, ouais. Et donc pour revenir un petit peu à l'article que j'ai sous les yeux justement, c'est vrai que donc toi tu as pris justement, enfin tu as fait le choix d'analyser justement avec une illustration, une analyse. Tu analyses en fait chacune Mhm. des illustrations. Je sais pas, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement plu dans celle que tu as sélectionnée, une que tu as préférée aux autres? Ou tu t'es dit, ça c'est le rock tel que je l'imagine, c'est ce personnage-là que j'ai moi dans mon esprit ou... Ouais, je pense que le rock de Marie Grandpré me plaît pas mal, parce que cette barbe a un côté assez sinistre et diabolique. Et Hmm. que je vois bien Rogue entretenir aussi ce personnage de sombre, de méchant, mais en même temps qui nuance son côté négligé, ses cheveux gras qui paraissent mal lavés et tout. Il a ça, mais en même temps il prend le temps de se tailler la barbe au millimètre pour avoir ce Van Dyke parfait. Ça rend le personnage encore plus ambigu, plus Hmm. nuancé. Ça lui ajoute une touche d'un peu. C'est une apparence. Comme on sait, Rogue est vraiment très fort dans maintenir les apparences et entretenir une façade. Donc ouais, je pense que les illustrations de Marie Grandpré, les illustrations de chapitres qui le dessinent comme ça, c'est sans doute les images auxquelles j'adhère le plus. D'accord. Est-ce que t'es aussi sensible un petit peu à son style, à son coup de crayon? Oui, c'est sûr que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et ce qu'elle a fait. Voilà, c'est se pencher sur les entêtes de chapitres des tomes américains, ça apporte énormément de petites illustrations. C'est ce qui avait le plus proche en fait d'une édition illustrée avant d'avoir les tomes de Jim Kay, mine de rien. Et c'est quelque chose qu'on regrette parfois aussi, c'est que les tomes de Harry Potter en français n'aient pas ces illustrations en entête de chapitres.
Elle les avait dans les 2 premières éditions, mais qui ont été supprimées après. Donc moi, je me dis parfois, ça aurait été cool. Et c'est sûr elle a fait des choses vraiment très très réussies, en plus en noir et blanc, donc qui en même temps laisse la place à l'imaginaire et qui en même temps nous donne quelques éléments tangibles pour imaginer cet univers, quoi. Ouais, c'est vraiment intéressant en fait le travail qu'eux-mêmes font sur le personnage pour l'élaborer. En tout cas dans l'article c'est frappant à quel point selon la personne voilà, un personnage change du tout au tout quoi dans l'image qu'il renvoie de lui-même. Voilà, je vous invite à aller voir même juste les illustrations parlent d'elles-mêmes. Une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas? Oui. Et après, moi, j'invite à aller voir des centaines et des centaines d'illustrations du monde entier, des fanarts. Allez trouver les illustrations les plus inédites de chaque personnage et puis faites votre propre cadavre exquis en fait de quel personnage et quel élément du personnage vous semble le mieux. Et ça peut inclure les représentations des films. Ah bah oui, complètement. D'ailleurs, tu disais donc que l'illustration t'intéresse vraiment à titre personnel. Est-ce que toi, tu t'es déjà lancé dans un dessin de Rogue? Non, je suis incapable de dessiner, j'essaye même pas. Moi, je manie les mots, le crayon, il faut pas. Je fais du bonhomme bâton et il faut pas chercher plus. Non, j'exagère. Je suis au niveau hiéroglyphe égyptien. Ah, C'est quand même. les proportions, c'est 2 faces de profil en même temps. Donc, faut pas attendre de Je Panta un dessin de Rogue, quoi. Une illustration, voilà. Non, jamais je ne dessinerai comment je l'imagine. C'est une impossibilité physique. Mais alors toi, quand tu penses à ce personnage, tu le vois avec une barbe ou pas alors? Ça dépend. Oh. C'est impossible à dire. Parfois j'ai l'image, parfois j'ai des scènes des films, et puis parfois j'ai des illustrations qui viennent. Mais j'ai pas assez parcouru l'édition américaine pour vraiment montrer le personnage de Marie Grandpré dans la tête. En tout cas, c'est clair que ton article a le mérite de semer le doute. En tout cas, moi, je ne m'étais jamais posé la question. Et rien que pour ça, c'était intéressant de soulever ce détail, quoi, ces petites poils marrons là sur des joues. Ravi que ça t'ait ouvert un nouvel horizon. Merci beaucoup Panta pour toutes ces réponses et nous avons hâte de découvrir les prochains sujets que tu choisiras d'explorer dans des articles à venir. Vous pouvez suivre la sortie des épisodes de Plage tout l'été sur la page Facebook de l'Académie des Sorciers et de la Gazette du Sorcier, sur Twitter @aspic-gds. N'hésitez pas à partager vos réactions sur les réseaux ou par mail à rédaction@gazette-du-sorcier.com et sur notre Discord. Vous pouvez aussi nous soutenir sur le Tipeee de la Gazette du Sorcier. Et chers auditeurs, n'oublie pas, prends ta serviette d'abord.